Merci, merci, Excellence. Quasiment, vous avez à vous tout seul dressé un certain nombre de pistes d'action tout à fait intéressantes. Monsieur l'ambassadeur, je suis sûr que vous avez des réponses. Je vous passe volontiers la parole. Forcément, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, madame Goulet, madame la sénatrice, pour votre accueil. Bonjour à tous et à toutes. Je ne manquerai pas d'ailleurs de transmettre vos remerciements également à mon ami Rémi Maréchaux. Beaucoup de choses viennent d'être dites et très intéressantes, avec des croisements de perspectives qui sont très enrichissantes. Que puis-je y ajouter? D'abord, je voudrais faire une première observation. On parle aujourd'hui, bien sûr, du terrorisme en Afrique de l'Ouest, du terrorisme au Sahel, mais il faut quand même garder l'image, et elle est importante aussi pour le Sahel, quand on en discute avec nos amis sahéliens, que le Sahel n'est pas à feu et à sang, que tout le Sahel n'est pas en guerre, n'est pas en conflit, que le Sahel, c'est une zone qui est d'une taille comparable à peu près à l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Je ne sais pas, il y a un attentat à Londres, ça ne veut pas dire que Rome est à feu et à sang en même temps. Donc, il y a cette dimension qu'il faut aussi que nous gardions. La seconde observation que je voulais faire, c'est que cette crise sécuritaire, c'est une surcrise par rapport à un monde sahélien qui est soumis à d'énormes tensions. Tensions démographiques, doublement de la population tous les 20 ans. Tensions environnementales, avec un changement climatique qui est monstrueux actuellement sur le Sahel. Tensions sociales, avec des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas d'emploi, et une population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. L'absence d'accès à l'éducation, l'absence d'accès à la santé. Tensions liées à la jeunesse, à l'inclusion démocratique. Il y a énormément de tensions. Et la crise sécuritaire, en particulier la crise sécuritaire terroriste, parce qu'il ne faut pas non plus oublier la crise sécuritaire non terroriste, mais la crise sécuritaire des bandits de grand chemin, des gens qui font régner l'insécurité quotidienne, qui vont vous voler la vache, qui vont vous voler la moto, elle est aussi vécue et perçue par les populations comme un fardeau. Donc ça, c'est aussi la deuxième réflexion que je voulais avoir. La troisième réflexion que je voulais avoir, c'est que la nature, l'origine de cette crise sécuritaire, dont M. Salem a remarquablement décrit la trajectoire historique, et elle est très importante. Voir que ça vient d'Algérie dans les années 90, que ça se répand dans les années 2000 avec notamment toute cette industrie de l'enlèvement d'otages. Voir ce que produit l'étincelle libyenne, la chute de Kadhafi en 2011, voir sur quoi ça s'étend, c'est extrêmement important. Mais c'est multidimensionnel. Donc, j'ai toujours des difficultés avec des lectures exclusives, monocolores. Il faut que nous voyions cette crise dans ses différentes dimensions. Évidemment, les dimensions locales, et elles sont importantes, et elles sont rappelées en particulier par mon ami Marc-Antoine Pérouse de Monclos, dont M. Jeannie Lorgeau a fait un remarquable recensement. Dimension locale, oui. Des mouvements s'inscrivent dans des histoires de djihad du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, de population, de rapports avec les États. Comme l'a remarquablement rappelé Madame la députée, la crise terroriste au Mali n'intervient pas sur un terreau vierge. Il y a un certain nombre de conflits, de rébellions qui ont eu lieu dans les années 1960, en 1963, qui ont eu lieu en 1991, qui ont eu lieu en 1996, qui ont eu lieu en 2006. Il y a déjà eu des interventions, il y a déjà eu des médiations. Il y a déjà eu M. Kadhafi, effectivement, en 2006, il avait résolu, je crois, la crise à ce moment-là assez simplement en distribuant de l'argent. Donc voilà, mais donc tout ça, ça s'inscrit dans des histoires et il faut tenir compte de ces histoires. Il y a des facteurs locaux, il y a des rapports locaux entre des populations et des États. Il y a parfois des histoires de confiance, mais aussi des histoires de défiance qui se sont construites. Et je suis d'accord pour dire avec mon ami Marc-Antoine, qui n'était pas là, mais qui avait un excellent avocat, que c'est l'armée nigériane qui a un petit peu contribué aussi à la fabrication de Boko Haram dans le nord Nigeria. Donc tout ça, oui. Le local, ok, c'est important.
Mais nous sommes aussi dans un monde global et mondialisé. Facteur qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans et qui s'est considérablement développé au Sahel et qui n'est pas le fait des Sahéliens eux-mêmes ou uniquement des Sahéliens, toutes ces questions de trafic, les trafics de drogue, la cocaïne venant d'Amérique latine, le hashish, les armes, les cigarettes, ces grands trafics qui vont participer aussi à un système de corruption. Mais beaucoup de ces choses dont je parle ne sont bien sûr pas fabriquées au Sahel même. Donc il y a aussi une responsabilité des États. D'où viennent ces réseaux, ces filières, ces circulations? Donc ça, c'est un facteur important qui n'est pas un facteur pour moi exclusivement local, mais qui participe effectivement ce que j'appelle la glocalisation, le rapport du global au local. Même chose sur les dimensions religieuses. Alors, je suis d'accord avec mon ami, là encore avec mon ami Marc-Antoine, comme il parle de djihad local et de courants religieux qui ont parfois été très durs dans l'histoire. Néanmoins, depuis 20 ans, et ça a été remarquablement rappelé par M. Saleh, ce qui est intervenu en Afghanistan, ce qui est intervenu en Irak, cette guerre d'influence religieuse, je ne parlerai pas du tout de guerre de civilisation, mais de guerre religieuse, en fait, finalement, entre différents courants de l'islam en Afrique de l'Ouest, avec des influences qui sont venues de certains pays du Golfe, qui ont voulu imposer ou qui ont favorisé certains courants religieux, ça a participé aussi de cette dynamique. Ce que j'avais publié aussi un post d'une discussion que j'avais eue avec Marc-Antoine, et il y a un ami qui m'a répondu du Mali, justement en me disant oui, j'ai tendance à être d'accord avec Marc-Antoine, mais quand même, quand je suis en train d'entendre le prêche dans la mosquée d'à côté, je me dis que voilà, c'est pas uniquement local et qu'il y a eu aussi des choses importées et qu'il y a des rapports aussi dont il faut tenir compte à ce niveau-là. Donc ces dimensions participent de la construction de ce phénomène terroriste en Afrique de l'Ouest. Alors c'est une conjugaison. Effectivement, et c'est là qu'il faut que nos réponses soient vraiment intelligentes et adaptées. J'ajouterai un mot tout à l'heure, peut-être en conclusion, que je répète tout le temps, patiente. Donc intelligente, adaptée et patiente. Pourquoi des solutions intelligentes? Parce que ce phénomène terroriste, il a différentes composantes. Il a une composante locale, et monsieur le député de Côte d'Ivoire l'a parfaitement rappelé. Des enquêtes, on a fait des enquêtes, le PNUD a fait des enquêtes, il y a eu des interviews de Marc-Antoine également, enfin il y a eu un gros travail. Qu'est-ce qui motive les gens à aller dans le mouvement terroriste? Qu'est-ce qui les incite finalement à prendre les armes contre l'État? Trois motivations. La première motivation, c'est la motivation économique, financière, monétaire, liée aussi au statut social, à la possibilité d'avoir une reconnaissance sociale. Donc reconnaissance économique et sociale. Le fait d'avoir un petit métier, le fait d'être payé, de pouvoir porter une arme, d'être payé pour ça, d'avoir une moto, ça assure un certain statut et c'est une aspiration. La seconde aspiration, c'est j'ai subi les méfaits de l'armée de tel pays, dans mon pays. Ils ont tué mon frère, ils ont tué mon cousin, ou le gendarme m'a rançonné, voilà. Et donc là, il y a le grief, en fait, fait par rapport à l'État, qui n'apporte pas le service public, le service étatique et administratif. Et puis la troisième motivation, mais elle est, semble-t-il, très minoritaire, en tout cas dans les recrutements de base, c'est la motivation religieuse. On me dit 1 sur 50, donc 2%. Mais c'est là qu'il faut distinguer entre des gens qui sont recrutés à la base et des gens qui sont des têtes pensantes, des idéologues, qui eux ont des visions différentes, qui eux n'appartiennent pas peut-être directement, entre guillemets, je cite entre guillemets, à l'international terroriste que certains voudraient voir, ou au complot global que certains voudraient voir, mais qui quand même s'en réclament de la franchise, s'en veulent des franchisés. Et donc s'inscrivent bien dans cette démarche. Alors on me dira par exemple que ces franchises n'ont jamais organisé par exemple d'attentats en France.
C'est vrai, il n'y a peut-être pas eu les moyens d'organiser ces attentats. Mais ça ne les a pas privés de s'attaquer à des intérêts occidentaux ou à des intérêts français dès les années 2000. Donc bien même avant que l'armée française n'intervienne au Mali avec Serval et Barkhane. Donc parfois on dit le terrorisme c'est le résultat de la présence de Barkhane. Regardez les faits. Les actes terroristes et l'action terroriste est antérieure à la présence française au Mali. Donc, et ces dynamiques d'enlèvement, ces actes anti-occidentaux commis dans un certain nombre d'endroits se revendiquaient quand même d'une idéologie transversale et globale. Et les intérêts français continuent objectivement, effectivement, d'être la cible d'attaques précises. Nous avons eu l'attaque de Ouagadougou, qui était doublement dirigée contre le G5 et contre l'ambassade de France à Ouagadougou. Et ça, il y a 2 mois. On ne peut pas exclure que dans telle ou telle zone, les groupes terroristes cherchent à cibler des groupes, des humanitaires. Un humanitaire allemand vient de se faire enlever au Niger il y a 15 jours. Donc nous sommes vraiment dans une situation où nous devons nous engager véritablement dans cette lutte en tenant compte de ces différentes composantes, en tenant compte aussi d'une composante qui est pour moi importante, qui est la composante de communication et de guerre de communication et de guerre d'information. Et là, nous sommes dans une guerre tout à fait, entre guillemets, moderne, où il y a une guerre idéologique, où des modèles de valeurs s'affrontent et donc dans lequel, je crois, nous devons être clairs. Alors, les réponses, elles sont forcément équilibrées, balancées entre différents aspects. Elles sont balancées entre des aspects diplomatiques, politiques. Il y a des... Si on veut prendre en compte le terreau local, si on veut prendre le terreau des relations entre les ethnies, le terreau des relations entre certaines régions et le pouvoir central, si on veut mettre en place et en œuvre l'accord de paix qui a été signé il y a 3 ans à Alger, cela nécessite un effort diplomatique important. Et ça nécessite de montrer que la paix a des dividendes, a des résultats, que cela bénéficie aux gens. Donc il y a forcément un effort diplomatique que nous devons poursuivre, qui peut être macro, enfin qui peut être régional, mais qui peut aller parfois dans le très micro. Et donc dans certaines régions, par exemple dans le centre Mali, et je sais que le gouvernement malien s'y adresse, il y a forcément des efforts politiques à faire, notamment par rapport à des communautés dont les terroristes veulent exacerber les tensions, par exemple entre les Dogons et les Peuls. Et donc là, il y a un effort de discussion, de débat politique, d'amener les gens à dialoguer et à poursuivre le débat et à inclure les différentes composantes sociales des sociétés sahéliennes. Il y a une composante défense, sécurité, que nous devons avoir. Nous avons l'opération Barkhane, dont le sénateur Gauthier va nous parler tout à l'heure. Mais l'opération Barkhane n'est pas là pour, j'ai l'habitude de le dire, Madame la ministre des Armées, Madame Parly, dit exactement la même chose, n'est pas là pour l'éternité. Ce n'est pas à la France d'assurer la paix et la sécurité au Sahel. Voilà, pour toujours, enfin, ou pour les 20 ans qui viennent. Et donc, il y a absolument une indispensable prise de conscience, un indispensable relais régional qui va se bâtir. Et qui est cet effort magnifique qui a été lancé par le G5 Sahel, dont le secrétaire permanent, Maman Sidikou, nous parlera tout à l'heure. Une dimension très importante dans ce G5 Sahel, et ça renvoie à une petite observation que je faisais tout à l'heure, c'est sa composante civile, son action civile, son lien de confiance qu'il devra établir et que ne pourra jamais établir Barkhane, parce que nous sommes des étrangers, la relation de confiance qu'il devra établir et qu'il doit établir avec la population et les populations nationales. Ce qu'on appelle le rapport de confiance. Le G5 Sahel, la force conjointe du G5 Sahel doit participer à la reconstruction de ce pacte de confiance, à la reconstruction de cette gouvernance locale. Et ça ne peut être que l'effort, d'ailleurs, extraordinaire qui a été engagé par nos amis du G5 Sahel depuis 4 ans. Troisième dimension, c'est la dimension, le D de développement, auquel j'ajoute parfois le G de gouvernance ou le G de gouvernance inclusive.
il faut adresser les questions de fond, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, c'est-à-dire l'insertion de la jeunesse au niveau économique, mais aussi au niveau politique, au poste de responsabilité. Ça veut dire traiter des questions de crise alimentaire qui ne vont pas manquer de se poser dans les prochaines années. Les rapports, en particulier des tensions qui sont apparues, mais qui ne peuvent malheureusement que s'aggraver dans les conditions climatiques et environnementales actuelles, que sont les rapports entre les populations, que vous évoquiez, entre les populations pastorales et les populations sédentaires, parce que les saisons changent, parce que les pluies ne sont plus les mêmes, parce que les endroits de passage ne sont plus les mêmes, parce que les agriculteurs vont cultiver là où avant passaient les pasteurs. Et là, il y a des nouveaux compromis ou des nouveaux compromis sociaux à rebâtir. Donc là, il y a une action véritablement de développement à long terme à bâtir pour le Sahel, et qui, de mon point de vue, et là je suis l'ambassadeur envoyé spécial pour le Sahel, donc je me fais l'avocat du Sahel, appelle à une mobilisation internationale accrue, renforcée, investissant bien sûr le domaine de la sécurité et de l'appui à la montée de la force conjointe du G5 Sahel, mais prenant aussi en compte l'effort de développement, prenant en compte les défis de développement que nous avons en face de nous dans les 20 prochaines années pour le Sahel. Parce que le Sahel, c'est le voisinage de l'Europe. Nous sommes voisins, très directement voisins. Et donc, si nous ne construisons pas ensemble cette stabilité, cette paix pour le Sahel, eh bien, je pense que le développement africain, qui pourtant est en train d'émerger et d'apparaître, ne pourra pas se concrétiser, et que l'Europe elle-même sera déstabilisée. Donc, il faut bâtir une conjugaison de nos efforts. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci pour ce diagnostic. Merci à tous les intervenants. Comme nous sommes très en retard, je vous propose de passer tout de suite à la deuxième table ronde. Et j'appelle donc Nathalie Goulet qui va elle-même appeler les différents intervenants et les présenter.